le journal. C'est l'heure du journal sur la RT2 à la ligne de l'actualité. Le début de la publication des examens d'État édition 2023-2024 interviendra d'ici quelques jours. L'inspecteur Jacques-Odia Moussoungaï dévoile les différentes étapes du processus de correction et un aperçu exceptionnel de l'implication et de la rigueur qui garantissent l'équité de cette procédure. Vous l'écouterez dans ce journal. Dans l'actualité également, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irénée Sambo, a échangé avec la délégation de l'Union africaine des aveugles au menu de la situation sociale des aveugles en RD Congo. Les détails dans cette édition. Et puis 17 juillet, journée dédiée à la célébration de la justice internationale, une célébration qui vise à promouvoir la lutte contre l'impunité pour les crimes des guerres qui endeuillent la population. Heureux de vous retrouver dans les coulisses de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. L'inspecteur général Jacques-Odia Moussoungaï dévoile les différentes étapes du processus de correction de l'examen d'État, un aperçu exceptionnel de l'implication et de la rigueur qui garantissent l'équité de cette procédure. En l'écoute. La deuxième grande étape, je vous épargne de l'arrivée des mâles, c'est pas tellement important. Prenons le dépouillement comme étant la première grande étape. On dépouille donc, comme je l'ai dit, après avoir vérifié si tout est bien, on passe maintenant à la deuxième étape essentielle, c'est le scannage de toutes ces copies. Il faut scanner, il faut que les machines prennent, n'est-ce pas, en charge ces copies, parce que ce n'est plus manuel. Vous êtes technicien, vous êtes informaticien, vous comprenez de quoi il est question. On va scanner et on va corriger les copies scannées. On n'aura plus besoin des copies physiques, mais on prend soin de les garder. On garde les copies physiques, que tu vas avoir une réclamation ou une autre, et il faut toujours s'en référer. Voilà. Donc, après le scannage, la correction proprement dite. Et là, l'équipe est réduite. Quand vous allez là-bas, d'ailleurs, vous aurez le temps de jeter un coup d'œil sur le travail qui se fait de dépouillement. Nous avons un grand nombre. Nous pouvons arriver à 500, 600, 800 personnes qui font ce travail. Et comme vous le savez, nous avons plus ou moins 962 800 candidats. Alors, fois 4 copies. Vous voyez le nombre que nous avons. C'est assez considérable. Et nous avons besoin de beaucoup de dépouilleurs pour que le travail se fasse dans le délai. Il faudrait bien respecter l'échéancier que j'ai communiqué au public. On nous attend autour du 20, 21, disons 20, 19, 20 juillet. On attend la proclamation. Donc, il faut dépouiller toutes ces copies. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure donc, du temps, plus les années passent, plus le nombre de copies augmente. Et alors, plus le travail aussi devient assez consistant, assez considérable. C'est pourquoi nous avons un grand nombre de dépouilleurs. Et alors, les copies scannées, on passe maintenant à la correction, comme je l'ai dit, proprement dite. Et là, ce sont des correcteurs formés et, qui sont pris en compte. On les convoque et le travail commence de correction. Les copies sont corrigées, il y a un logiciel de correction et c'est fini. Une autre étape, c'est-à-dire le contrôle maintenant. Le contrôle des copies traitées. C'est tout un processus, il y a tout un mécanisme et je ne vais pas dans le détail, mais il faut contrôler si toutes ces écoles, les établissements options, comme on le dit, sont prises en compte. Si on n'a pas omis une école ou une autre, une option ou une autre, parce que nous avons des pointages qui nous parviennent dès le départ, dès le mois de mars, avril, toutes ces données nous parviennent. Alors il faut confronter les données. Est-ce que tout est prêt? Et voilà. Je le disais en titre, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irénée Sambo, a échangé ce mardi 16 juillet avec la délégation de l'Union africaine des aveugles, UFA, au centre de ces échanges, la situation sociale des aveugles en République démocratique du Congo. Le chargé des programmes de l'UFA, Lucas Monda, a reconnu quelques avancées en RD Congo en matière de la donne handicap. Suivez.
Une délégation de l'Union africaine des aveugles conduite par Lucas Samoda, chargé de programme de l'UAFA, qui accompagnait le président de l'Association des aveugles pour le développement, Rion Douani-Mouteba, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Sambo-Diatta. Au menu de leur entretien, s'enquérir de la situation des personnes avec handicap en général et celle des aveugles et malvoyants en particulier. Lucas Samoda a par ailleurs salué le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'inclusion sociale des personnes avec handicap et aujourd'hui, la RDC est un modèle à suivre par d'autres en ce qui concerne la non-handicap. Satisfait des avancées et innovations dans le domaine du handicap, Lucas Samoda tient à raffermir les liens de coopération avec la ministre déléguée Irene Sambo-Diatta. Nous sommes ici justement pour travailler avec une organisation avec laquelle nous travaillons. Alors nous sommes venus ici pour voir comment les choses évoluent. Alors nous sommes cette organisation qui joue en ce que ces personnes puissent retrouver leurs droits et être aussi acceptées partout dans la société. J'ai compris le leadership de M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez notre soutien. La ministre déléguée a brossé brièvement la situation des personnes avec handicap au pays qui a connu son ascension avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays. Elle a en outre présenté l'arsenal juridique et les textes réglementaires dont dispose la RDC. Il s'est ouvert au Maïcha Park le camp de basket Bismarck Biyombo à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après avoir manqué l'édition 2023 filles-garçons, ont répondu à l'édition 2024 afin de décrocher le ticket mais non vers une carrière professionnelle aux États-Unis. Tenu à Goma, Lubumbashi, Bukavu, ensuite à Kinshasa, le camp Biyombo 2024 connaît une nouvelle phase, la prise en charge en termes d'études. Passion Chabar. Dans l'enclos de Maïcha Park, sise la commune de La Gombe, le camp de basketball Bismarck Biyombo 2024 est lancé. Filles et garçons ayant opté pour la balle orange, férus de cette discipline, s'apprêtent à vivre une expérience unique après avoir manqué l'édition 2023 suite à l'organisation de Jeux de la francophonie. Le basket, c'est pas seulement au niveau terrain, mais c'est dans tout, dans le social, partout dans la vie, ça nous accompagne. Et au travers de lui, nous avons acquis une éducation vraiment ferme qui nous a poussé encore à travailler et ça nous a motivés à continuer à croire en nous. C'est une grande opportunité pour tous les jeunes de Kinshasa, vu que lui aussi a pu vivre dans ces circonstances. Donc, il a pu voir qu'est-ce que nous on avait dans le cœur. Ce que je demanderais le plus, avoir une bonne éducation, la discipline. Si hier, c'est qu'on avait pour optique que d'offrir une place à un basketteur congolais au niveau professionnel, aujourd'hui, il est devenu une célébration de la jeunesse de la RDC. Moi, je prends ce camp maintenant comme une façon de célébrer les jeunes et de leur rappeler de la vie en général. Parce que quand on regarde le futur de ce monde, le futur de ce pays, ça appartient aux jeunes et c'est à nous de les aider, voir comment on peut augmenter le niveau du basket, comment leur donner plus de bourses scolaires. Cette année, avec Bukavu, Kinshasa, Goma, Lubumbashi, la TMB qui accompagne le basketteur de la NBA Bismarck Biyombo a voulu offrir la chance à plus d'un. L'accompagnement de la TMB se fait à travers cette année notamment des différents camps qui ont lieu dans plusieurs villes. Je cite notamment Bukavu, Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Et à travers ces camps, on veut donner cette opportunité à ces enfants de pouvoir se faire remarquer en fait. Ouvrir la République démocratique du Congo au monde, faire montre du savoir-faire des basketteurs congolais reste le leitmotiv de ce camp qui cette année connaît une autre manche, les études. Autre chose, découvrons ensemble l'île Idjwi, une des grandes îles de la RD Congo et la deuxième en Afrique. Elle se trouve entre les villes de Goma et Bukavu, malgré qu'elle est située dans cette région en proie au conflit armé de M23. Idjwi reste un endroit calme où aucun bruit des bottes ne résonne. Suivez cette carte postale proposée par Prince Bangala. Une étendue de terre d'une superficie de près de 300 km², dont le lac Kivu sépare la ville de Goma.
chef-lieu de la province du Nord Kivu, et celle de Bukavu dans le Sud Kivu. À quelques heures de navigation sur les eaux du lac, en provenance de la capitale du Nord Kivu, vers cette île qui occupe la 2e place en Afrique de par sa superficie, nous avons découvert un monde doux des natures, loin des bruits des bottes, une terre sacrée, dont plus de 200 000 personnes vivent de l'élevage, l'agriculture et la pêche. Sur le bateau, l'ambiance est au rendez-vous et affectueusement, certains habitants et petits commerçants qui se rendaient dans le groupement Nyakalengwa à Bunyama se sont confiés à nous. Je commerce souvent des ananas, donc je fais quitter les ananas à Ifi pour les vendre à Bukavu. Tu fais des choués, parce que nous avons 3 groupements. Nous avons le groupement Nyakalengwa, groupement Mbene, mais aussi groupement Mugote. Masani na mabase. Okay. Naenda kurangura Bukavu na beba hishi. Iko tunalima, fanya kazi, tunabeba vitu, tunatoka Bukavu tunabeba vitu hishi, tunalima na majembe. Kusudi tupate ya kusomesha watoto. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu cartouche. Oui. Je n'ai jamais entendu cartouche au niveau du juif. Déjà dit juif vivent en harmonie, calme. Vraiment, ils ont un climat vraiment là, magnifique. Où tout le monde peut désirer aller y vivre. Parce qu'il y a la paix. Après les activités champêtres qui occupent toutes les semaines la population de l'île d'Idjui, chaque week-end, les femmes et hommes, visiteurs et natifs de ce coin, se fixent tous rendez-vous en un seul lieu, récemment bâti, pour participer au développement du territoire afin de jouir de la vie et de se divertir. Cet endroit est connu sous le nom de Fabaz, une initiative de l'un des fiches du terroir du nom de Armand Bandeke Zabandora, où les habitants de l'île sirotent quelques bouteilles de bière au beau rythme de la musique congolaise, loin de bruit de bottes et de coups de feu, un témoignage d'une image plutôt positive de la République démocratique du Congo. Parlons à présent de la journée du 17 juillet qui est dédiée à la célébration de la journée de la justice internationale, une célébration qui vise à promouvoir la lutte contre l'impunité pour les crimes de guerre qui endeuillent les populations en Afrique comme ailleurs. La justice internationale est symbolisée par la Cour pénale internationale car elle joue un rôle crucial dans la poursuite des incriminés. Plus de détails avec le récit de Tresmé. Célébrer le 17 juillet de chaque année, la journée mondiale de la justice internationale vise à promouvoir la justice et la lutte contre l'impunité pour les crimes graves. En Afrique, un peu partout dans le monde, la justice internationale, symbolisée par la Cour pénale internationale, joue un rôle essentiel dans la poursuite des auteurs des crimes de guerre et contre l'humanité avec des procès significatifs marquant l'engagement contre l'impunité. En République démocratique du Congo, la commémoration de cette journée a tout son sens quand on évoque des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont est victime la population vivant dans la partie est du pays. Pour les Congolais, cette journée est synonyme d'espoir et de reconnaissance des souffrances qu'endurent de nombreux compatriotes, ce qui justifie la sensibilisation aux droits humains, à la justice devenue aujourd'hui cheval de bataille de plusieurs organisations de la société civile, en l'occurrence celle de défense des droits de l'homme. À en croire des analystes et observateurs, l'éducation reste un pilier essentiel pour former une nouvelle génération consciente des enjeux de la justice. Cet engagement est renforcé sur terrain par des programmes spécifiques dans des écoles et institutions d'enseignement supérieur. Restant dans le même chapitre, 17 juillet, la journée mondiale des émojis. Pour la petite histoire, elle a été instituée en 1999 grâce à un opérateur téléphonique japonais. Par conséquent, le mot emoji tire son origine de la langue japonaise. Les emojis et leur ancêtre dénommé émoticônes sont ces petites icônes qui nous servent à ponctuer nos messages échangés par SMS ou via les applications de messagerie, comme c'est le cas pour la plupart des utilisateurs téléphoniques. Ce 17 juillet, c'est aussi la journée mondiale des emojis. Pour la petite histoire, elle a été instituée en 1999 grâce à un opérateur téléphonique japonais.
et par conséquent, les mots emoji tirent son d'origine de la langue japonaise, les emojis et leurs ancêtres dénommés émoticônes. Sont ces petites icônes qui nous servent à ponctuer nos messages échangés par SMS ou via les applications des messageries, comme c'est le cas pour la plupart des utilisateurs de téléphones. Tenez, derrière chaque icône ou symbole se cache une attitude, une réaction, un comportement, bref, un message bien précis par rapport à chaque événement ou circonstance. À titre d'exemple, un emoji à visage positif montrant les dents fait allusion à la bonne humeur et un enthousiasme remarquable. L'emoji qui tire la langue, d'ailleurs, est souvent utilisé pour ajouter un soupçon de complicité avec un message râleur ou moqueur, à l'image d'une conversation qui prend une tournure non désirée. Autant chaque emoji reflète une image, autant il cache un message bien précis et une signification particulière relative à une situation donnée. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi est signée Chris Baquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, menu de ta revue de presse, l'avenir tweet la trêve humanitaire vole en éclats. Les terroristes du M23 RDF tuent les civils à Bweremana. Exactement, Lydie Manet, il faut savoir que la plupart des journaux parus en ce jour dans la capitale congolaise reviennent sur la violation de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique dans l'est de la République démocratique du Congo où les FARDC font face à la guerre d'agression. Alors le journal L'Avenir qui ouvre le bal en ce jour titre à sa une la trêve humanitaire volé en éclats. Les terroristes du M23 RDF tuent civils à Bweremana. Dans ces colonnes, ces quotidiens fait savoir que le rebelle du M23 coalisé à l'armée rwandaise ont largué une bombe depuis leur base qui était tombée dans la matinée de ce lundi 15 juillet sur Bweremana dans les territoires des Massissi au Nord Kivu, faisant au moins 3 morts parmi les civils en violation de la trêve de 2 semaines en vigueur depuis le 5 juillet courant. Alors le phare constate qu'après avoir violé plusieurs fois cette trêve humanitaire, laquelle devrait courir du 5 au 19 juillet, la coalition RDF et M23 l'a purement et simplement enterré. Alors de l'autre côté, cité par le journal La Référence Plus, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a dénoncé sur son passage au plateau de TV5 Monde la barbarie du régime rwandais à la suite de bombardements survenus à Bweremana. Cette énième violation de la trêve humanitaire, indique Patrick Muyaya, illustre davantage les velléités et expansionnistes de Kigali, note ses quotidiens. Alors de l'autre côté, Lydie Malé, Info 27, rappelle que le dernier rapport des experts de l'ONU publié le 8 juillet courant révèle des accusations graves contre le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien du M23 au M23, allais-je dire, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le potentiel est d'avis qu'une mobilisation populaire s'impose face à cette barbarie rwandaise. En sport, Trésor Poutou promu ambassadeur pour dénicher les futurs talents. En effet, Lydie Malé, il faut savoir que le tout-puissant Mazembe, l'un des clubs de football le plus
titré en République démocratique du Congo a annoncé l'arrivée des 13 Mputu dans un nouveau rôle au sein du club. À en croire Congo Profond qui note que selon le directeur de la communication du TP Mazembe, Héritier Yindula Mukole, qui s'est livré à une interview à une émission sportive sur Kyondo FM 89.5 à Lubumbashi, que 13 Mputu et les nouvelles ambassadeurs du club. Il va aider nos académiciens et l'équipe première. Alors 13 Mputu, ancien joueur emblématique du TP Mazembe, mais ainsi son expérience et son expertise au service du développement du club, révèle mediacongo.net. Surtout en sa qualité d'ambassadeur, il aura pour mission d'identifier des nouveaux talents et d'accompagner la formation de jeunes joueurs du centre de formation. Son rôle sera également d'épauler l'équipe première dans sa quête de nouveaux succès, ajoute la même source. Pour finir, Ludi Mallet, il faut savoir que cette nomination intervient dans un contexte où le TP Mazembe souhaite renforcer ses structures et s'est donné le moyen de demeurer l'un des fers des lances du football congolais. Merci Chris pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Lydie Mallet. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.